Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de African News and Views de Arts TV. Cette semaine, nous souhaitons rendre hommage au Dr Catherine Hamelin, obstétricienne et gynécologue australienne et cofondatrice, avec son mari le Dr Reginald Hamelin, d'un hôpital spécialisé à Addis Abeba. Le docteur nous a quittés ce mercredi 18 mars. Elle avait 96 ans. Le docteur Hamelin est diplômé de l'université de Medical School et fut interne à l'hôpital de la Couronne sous la direction du docteur Reginald Hamelin, qui deviendra par la suite son mari. En 1959, en réponse à une annonce, le docteur Catherine Hamelin et son mari se rendent en Éthiopie pour y exercer leur métier à Addis Abeba. Le couple fut choqué par la prévalence de la fistule obstétricale qui entraîne une mise au ban des femmes concernées. Ils deviennent pionniers dans le traitement de cette maladie, en développant des techniques chirurgicales qui leur permettent d'atteindre un taux de réussite de 93%. 15 ans plus tard, ils fondent le Addis Abeba Fistula Hospital, qui est le seul centre médical au monde spécialisé dans la fourniture gratuite de chirurgie réparatrice des fistules pour les femmes pauvres qui souffrent de blessures à l'accouchement. Les installations dans l'hôpital comprennent des lieux d'hébergement pour les femmes qui viennent de partout dans le pays et un centre de réhabilitation pour les blessés graves. Ils ont également créé des centres régionaux à Bardar, Mekele, Yirgalem, Harar et Metou, afin de rendre le traitement plus largement accessible. L'hôpital est un centre mondial d'expertise dans la réparation des fistules, avec des chirurgiens en provenance du monde entier. En 2008, l'hôpital concentre ses efforts sur la prévention de la fistule, avec la création de l'Ordre des sages-femmes Hamelin à Addis Abeba, dont la mission est de les former afin de prévenir les fistules obstétricales en premier lieu, d'élever la qualité des soins à l'accouchement en général, et de réduire le taux élevé de mortalité maternelle. Catherine Hamelin a bénéficié de bourses d'honneur des associations médicales de l'Australie, l'Angleterre et des États-Unis. Ces hôpitaux et l'Ordre des sages-femmes sont largement soutenus par des donateurs privés australiens, anglais et américains. Dr Hamelin, son mari et leur équipe ont sauvé plus de 30 000 femmes. Cette semaine, nous avons eu la chance de rencontrer Dr John Kengasong, directeur du Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine, qui nous a présenté le centre et ses activités et a répondu à nos questions concernant la pandémie du Covid-19. The CDC, the Africa Center for Disease Control, ou en français le Centre de prévention et contrôle des maladies de l'Union africaine, était établi en 2017. Donc il y a cela 3 ans seulement. Donc son but principal, c'est d'aider les pays membres de préparer le système, de renforcer le système de santé afin de mieux contrôler et prévenir les maladies. Il faut dire que la crise d'Ebola qui a eu lieu en 2014 en Afrique de l'Ouest a un tout petit peu accéléré le processus de lancement de Africa CDC. Mais avant cela, il y avait déjà une réflexion au niveau du chef d'État pour créer une santé de contrôle des maladies et prévention pour l'Union africaine. Mais à cause de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, ils ont décidé d'accélérer ce processus. Non, nous sommes une institution spécialisée de l'Union africaine. Donc nous faisons partie de l'Union africaine. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des épidémiologistes, il y a des experts en matière de laboratoire, il y a des sociologues au niveau de l'équipe, il y a une équipe de communication aussi. Donc aussi des gestionnaires, parce qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas de gestionnaires. Donc c'est une équipe qui vraiment variée. Nous avons 5 centres régionaux. Okay. Donc, à savoir au Gabon, au Nigeria, en Égypte, au Kenya et en Zambie. Mais c'est en cours d'être établi. Au moins, nous avons un centre opérationnel au Kenya, au Gabon et en Zambie. Dans cette année et l'année prochaine, nous comptons finaliser ou bien opérationner notre centre au Nigeria et en Égypte. Mais tous les centres seront capables de faire la recherche opérationnelle en santé publique, mais pas de la recherche fondamentale. Mais nous avons focalisé sur la recherche opérationnelle. Le Africa CDC est financé essentiellement par les pays membres. Mais nous avons aussi un appui des partenaires.
Okay, donc, à savoir les États-Unis, la fondation Gates, la coopération avec la Chine, les Japonais. Il y a plusieurs partenaires qui sont intéressés à nous aider. Mais notre financement pour les programmes, essentiellement à 100%, est financé par les pays membres. Nous sommes, avant vendredi passé, il y avait seulement 13 pays qui étaient touchés. Mais aujourd'hui, nous avons 26 pays africains qui sont touchés. On attendait à ça, parce que l'Afrique n'est pas isolée du reste du monde. Mais nous avons quand même eu la chance qu'on a vu comment la situation a évolué en Chine. Nous avons aussi vu comment la situation a évolué dans les pays européens et aux États-Unis. Donc, avec tout ce temps, un tout petit peu un délai dans le temps, nous avons pu préparer nos pays membres en matière de laboratoire. Donc, aujourd'hui, nous avons passé de 2 pays qui étaient capables de poser un diagnostic de COVID-19 à 43 pays aujourd'hui. Et c'est la plupart de ces laboratoires que nous avons formés qui sont aujourd'hui en train de détecter des cas de coronavirus. Donc ça, c'est un avancement important. Mais il faut maintenant passer à une autre étape. Donc il faut faire à ce que le test de diagnostic soit élargi au niveau des pays, en fait de tester beaucoup plus de personnes, identifier des cas et isoler des cas. Ce que nous appelons notre stratégie de containment. Donc, il faut essayer à tout prix de contenir ça. Parce que nous n'avons pas de moyens, comme la Chine et les pays développés, pour gérer des cas au cas où l'épidémie va étendre sur beaucoup de pays. Donc, ça, c'est un. Nous avons aussi fait des formations au niveau des préparations, au niveau des tous les portes d'entrée, avec un système de surveillance appuyé, c'est-à-dire comment faire le suivi des contacts des personnes qui ont été exposées avec à peu près 35 pays. Nous avons également préparé des pays au niveau des préventions et des mesures pour la prévention et contrôle des infections au niveau des établissements sanitaires, parce que la plupart des malades et la plupart des personnes qui vont entrer en contact avec les malades sont des personnels de santé à l'hôpital. Donc, nous avons aussi préparé, fait beaucoup des ateliers de formation des formateurs pour préparer ce cadre de personnes. Donc, au moins, le continent n'est pas complètement préparé, mais nous avons fait beaucoup d'avancements par rapport à notre niveau de préparation il y a 2 mois. L'Éthiopie, je suis la préparation des activités de préparation de l'Éthiopie depuis longtemps, depuis peut-être 2 mois déjà. L'Éthiopie est l'un des rares pays en Afrique qui a une institution spécialisée dans la matière de santé publique, ce qu'ils appellent l'Ethiopian Public Health Institute. Donc c'est une grande institution qui a à peu près 1000 personnels qui travaillent uniquement dans la matière de prévention et contrôle des maladies, surtout les maladies infectieuses. Donc nous avons aussi travaillé avec eux pour renforcer des capacités de diagnostic. Les personnels des laboratoires d'Éthiopie étaient formés au Sénégal. Ils sont tous rentrés avec des tests de dépistage. Et ils sont armés aujourd'hui. Ils sont en train de faire l'analyse tout à fait d'une manière régulière. Donc, je n'ai pas de doute que l'Éthiopie est capable de détecter les cas. Notre stratégie doit rester de notre capacité de détecter les malades, isoler ces malades pour éviter que l'infection devienne un peu plus large en Éthiopie. Oui, je pense que nous avons beaucoup plus d'informations, plus qu'il y avait peut-être 2 mois ou 2 mois et demi. Donc, nous savons que c'est une maladie, c'est un virus qui se propage, qui est transmis facilement. Donc, c'est pour cela que tous les jours, le nombre change. Mais il y a un espoir. La plus grande leçon, à mon avis, c'est qu'on peut contenir le virus. Si nous regardons ce qui se passe en Chine, il y a 4 semaines, personne ne pouvait penser que la Chine allait contrôler le virus. Mais
Au date d'hier, je pense, il y avait seulement 10 ou une dixième des cas comme ça, qui est le nouveau cas en Chine. Donc ça veut dire que si on prend les mesures adéquates, on peut arriver à maîtriser le virus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et à mon avis, de toutes premières leçons importantes à souligner. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que tous les jours, on comprend un peu plus ce que j'appelle la pathogénicité de ces virus. Qu'est-ce qu'on a appris? Que la plupart des gens qui seront infectés vont avoir des symptômes qui sont tout à fait pas graves. Donc, mais il y a peut-être 5% des personnes qui auront des symptômes un peu graves, qui auront besoin d'un séjour à l'hôpital. Donc ça aussi c'est important parce qu'il faut pas que il faut réagir en fonction des données scientifiques. Okay, mais voilà ce que les données scientifiques nous disent. Or, il y a aussi un volet très très important que les gens qui sont beaucoup plus jeunes font mieux avec des virus, c'est-à-dire battre des virus plus que les gens qui sont âgés. Ça c'est aussi important. Pourquoi c'est important et utile en Afrique? Parce que la plupart de nos populations sont jeunes. Donc, ça veut dire que nous avons, on ne sait pas comment ça va se faire en Afrique, mais quand même, ça nous donne l'espoir que nous pouvons peut-être mieux maîtriser le virus. Oui, la première chose, c'est ce que j'appelle la responsabilité individuelle. C'est-à-dire laver les mains plusieurs fois par jour, éviter de toucher la figure, se présenter à l'hôpital lorsqu'on se sent malade avec des signes comme la toux, la fièvre. Mais la deuxième chose et le plus important, c'est de collaborer avec le gouvernement pour que les mesures qui sont mises sur place soient respectées. Ça, c'est très, très important. Nous ne pourrons pas gagner cette bataille si la population n'est pas complètement, ne collabore pas avec les autorités sanitaires du pays. Ça, ce serait peut-être le plus important message. Et le deuxième message, et le dernier message, c'est qu'il ne faut pas qu'on panique. Okay, c'est une maladie qu'on connaît. Le taux de mortalité est à environ 2,5%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sur peut-être 100 personnes infectées, 1 ou 2 personnes vont avoir des conséquences graves. Donc ça, ce n'est pas grave. Ça veut dire que nous pouvons gérer la situation. Donc il faut éviter à tout prix de paniquer. Les pays qui ont déjà trouvé les cas vont avoir beaucoup plus de cas. Ok, ça c'est sûr. Donc, il faut prendre les mesures nécessaires, éviter que le virus se transmette au niveau de la communauté d'une manière soutenue, parce que là, ça va être difficile de contrôler ça. Tout à fait. Le virus, on connaît un peu plus sur la transmissibilité du virus. C'est un virus qui se transmet rapidement. Parce que même au niveau des gens qui n'ont pas de symptômes, ils peuvent transmettre le virus. Ça, c'est une différence importante. Parce que quand on est en période d'incubation, on peut être contagieux déjà. C'est pour cela que ça fait demain. Mais pourquoi je demande aux gens de ne pas paniquer? Comme je disais tout à l'heure, 99% des gens infectés vont combattre le virus. Même 80% des personnes qui seront infectées peuvent tout à fait rester à la maison, prendre des médicaments eux-mêmes, okay, et puis prendre un repos, et puis ils vont se guérir après peut-être 2 ou 3 ou 4 jours. Donc ce n'est pas une condamnation à mort. Donc il faut que la population comprenne ça, parce que ça va beaucoup aider pour résoudre ça. Surtout qu'on n'a pas un vaccin, et puis on n'a pas de traitement. Donc, mais c'est un virus où le corps humain peut lui-même maîtriser l'infection. Oui, je pense, je reste très positif que d'ici peut-être 12 mois, il y aura un vaccin, parce que on n'a pas de choix. Et puis je sais qu'il y a au moins 30 candidats
des vaccins. Candidats des vaccins, ça veut dire que ce sont des vaccins qui sont en cours d'être testés. Donc, je reste positif que d'ici peut-être 12 mois, il y aura un vaccin que déjà, la population peut déjà utiliser. D'accord, mais ce ne sera pas avant en tout cas. Mais ce ne sera pas avant. Oui, ça prend du temps parce qu'il faut passer à plusieurs étapes voilà, pour tester, pour être sûr. Voilà. Tout à fait, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, le plus important, c'est que les médias doivent travailler avec nous pour vraiment transmettre les bonnes informations. Okay? Parce que sans ça, ça va continuer, la panique va continuer à gagner et puis ça va être difficile pour combattre le virus. Mais si les médias continuent à travailler avec nous qui sont en santé publique, je pense qu'on va arriver à maîtriser le virus plus vite que la population ne pense. Voici l'une des vidéos de l'OMS indiquant les 7 étapes à suivre pour prévenir la propagation du virus. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flexed elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Marianne Coallo, Addis Abeba, Éthiopie.